Et est-ce que vous, parce que maintenant que j'ai partagé mon écran, je ne vous vois plus, vous voyez bien le Oui, diapo? oui, Super. c'est bon. Alors, je vais commencer tout simplement d'abord pour, encore une fois, comme tout le monde, remercier les enseignants, les directions et tous ceux qui ont permis justement de faciliter la distribution de ces questionnaires. Et avec Véronique, nous, c'est ça, c'est le volet étudiant qui ressort ici. Donc, ça va de pair avec ce que Christelle vient juste de présenter. Et dans ce cas-ci, encore une fois, très très rapidement, avec une version plus longue qui est, je pense, disponible en lien enregistré. Donc, ces questionnaires qui, dans ce cas-ci, avaient été distribués aux étudiants. Et il y avait eu, pour les étudiants, on avait eu un petit peu plus de réponses, donc 1270 répondants, répartis dans 13 établissements dans la zone Amérique du Nord. Bon, majoritairement des établissements américains, mais il y en avait deux canadiens, à Toronto et à Vancouver. Et grosso modo, ce qu'on a vu, c'est un peu, là, on a quand même une validation, donc on est aussi dans les tendances plutôt que dans des déclarations qui vont être tout à fait significatives statistiquement pour l'instant. Il reste encore beaucoup de choses à creuser, mais on a vu par exemple ce que Christelle avait dit par rapport à l'expérience de la proportion d'enseignement en ligne, que c'est les lycéens qui avaient majoritairement suivi les cours à distance. Ça variait aussi selon les établissements, selon les niveaux, ce qui est clairement reflète la diversité des contextes uniques pour chaque établissement. Mais cette tendance, on voit que c'est les plus grands, les plus âgés qui finissent par avoir beaucoup de cours à distance et que les petits ont tendance à en avoir beaucoup moins. Donc on voit que parmi les étudiants qui avaient eu plus d'un mois, mais pas tout le temps ou toujours, c'est des lycéens avec presque 80% de répondants qui disaient avoir eu ce type d'expérience. Après, quand on leur posait des questions qui avaient comme objectif de déterminer un peu quelles étaient les activités qu'ils avaient réalisées à distance, on voit qu'il y avait eu majoritairement des activités scolaires un peu habituelles, lire et ensuite écrire, regarder des vidéos, écouter des documents audio, et surtout faire des recherches sur l'Internet. Ce qui était intéressant, et c'est peut-être un reflet de tout ce qui a été dit ce matin par rapport à la difficulté de gérer un peu l'interactionnel, que ce soit en comodalité ou quand c'est complètement à distance. Il y avait, les étudiants ont identifié peu de travaux collaboratifs, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et il y avait quelques petites différences selon les niveaux, mais les activités majeures restent quand même les mêmes de niveau en niveau. Les autres activités réalisées à distance, quand il y avait encore une fois moins fréquente le collaboratif, pas très fréquente non plus jouer pour apprendre, sauf pour les plus jeunes, les plus petits, donc c'est un peu intuitif, mais ça décroît avec l'âge. Donc plus ils sont âgés, plus on va vers les trucs plus classiques. Et on avait aussi voulu voir s'il y avait peut-être des activités qui s'alignaient peut-être avec justement la modalité numérique, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup du type création de podcast, des activités de création numérique, il n'y en avait pas eu, et elles ont été rarement citées. Euh, Après, et là, il y a effectivement un écho, une triangulation directe avec ce que Christelle avait présenté quant à la perception des enseignants et des assistants. Les élèves eux-mêmes parlent d'un degré de difficulté qui est perçu quand même assez élevé. Euh, cette difficulté est perçue le plus par les lycéens. C'est 67% des lycéens qui disent que c'est difficile ou plus difficile qu'en présentiel. Et après, ça baisse un petit peu avec les niveaux. Les collégiens à 47,5 et au primaire, c'est à peu près 40%. Et il y avait là on en parle un petit peu plus dans les vidéos qui est sur le site, mais la perception de la difficulté s'amoindrit avec le temps. Donc ça laisse penser que peut-être il y a un effet dans le temps d'habitude et peut-être de développement chez les enseignants comme chez les étudiants, les élèves, de stratégie et de façon de compenser un petit peu les limites de ces nouvelles formes d'enseignement. Mais il y a un effet fatigue, clairement, et de difficulté qui est perçu par tous les étudiants, mais particulièrement par les plus âgés. Et encore une fois, c'est eux qui avaient eu la plus grande proportion de cours à distance, surtout des cours en visio. Ce
qui est intéressant, c'est que malgré cette difficulté, quand on leur avait posé la question, est-ce que vous avez eu besoin d'aide? Eh ben, en fait, ils disent ne pas avoir trop eu besoin d'aide, ne déclarent pas avoir demandé de l'aide. Parfois, ils l'ont fait, mais souvent, c'est pas, même s'ils avaient de la difficulté, ils n'allaient pas, par exemple, tout le temps ou souvent demander de l'aide. C'est surtout dans les parfois. Ça s'explique peut-être parce que quand on leur a posé la question sur la compétence, ben, en fait, même si c'est difficile, c'est pas difficile à cause de la technologie, même si c'est souvent à ça qu'on pense quand on pense à l'enseignement à distance et les défis de cette transformation-là. Et là, en fait, les élèves rapportent qu'ils étaient assez bien équipés, donc ils se trouvaient compétents, ils avaient les outils qu'il fallait. Et ça, quel que soit le niveau scolaire, la forte majorité des étudiants, des élèves considèrent que c'était assez facile en fait d'utiliser les outils qui avaient été mis à leur disposition. Donc, on est au-dessous du 80% pour les lycéens et les collégiens et près du 80, très près du 80 pour les étudiants primaires. Donc, pas de problème avec la technologie, mais la difficulté, quand on creuse un petit peu, bah, on avait posé la question à quel point est-ce plus difficile de comprendre, à quel point est-ce plus difficile d'apprendre. Puis dans les deux cas, encore une fois, on a un rapprochement, il n'y a pas beaucoup de différence pour les deux items. Encore une fois, c'est plus difficile, il y a un effet de difficulté accru avec ce mode d'enseignement. C'est les lycéens qui identifient la plus grande difficulté, et les plus jeunes, bah, il y en a un petit peu moins, qui ont peut-être trouvé ça plus facile, et encore une fois, on peut supposer que c'est un reflet direct du fait qu'eux ont passé peut-être un petit peu moins de temps dans la modalité à distance, en plus de la nature différente de l'enseignement et des supports et du jeu, par exemple, qui peut avoir lieu dans l'enseignement pour les plus petits. Mais ce qui était le plus difficile, en fait, ce qui est ressorti comme étant le plus difficile, c'est toute l'histoire de comprendre la communication des consignes. Et pour les élèves, c'est la compréhension des consignes. Et ça, quel que soit le niveau, c'est à peu près 52% des répondants qui déclarent que comprendre les consignes à distance est difficile. Il y en a 42 qui disent que c'est facile. Il y a un petit peu de variation avec ça dépend, c'est facile, mais c'est un très petit chiffre. Et ça, il n'y avait pas vraiment de différence selon les établissements. Donc c'est vraiment dans l'explication, et encore une fois, c'est peut-être intuitif parce qu'on parle d'activités qui devaient être réimaginées ou faites de façon différente. C'est trouver des façons d'expliquer ce qu'il fallait faire de façon différente, avec des conditions qui sont peut-être un peu plus complexes, avec des modalités nouvelles. Et ben, c'est dans cette communication des consignes qu'il y a défi. Ensuite, ce qu'on a trouvé aussi dans les questionnaires avec les élèves, c'était au niveau de l'identité, des catégories qu'ils utilisent pour s'identifier avec leur répertoire linguistique, l'identité plurilingue. Tout niveau confondu, les élèves, une grande majorité d'élèves se déclarent plurilingues ou s'approprient cette catégorie-là. Et ça se répartit quand même de façon assez homogène dans les établissements, avec quelques petites exceptions à Philadelphie et Miami. Mais en général, c'est 76% des répondants qui ont dit oui, oui, moi je me déclare plurilingue. On leur avait aussi demandé de s'identifier avec des catégories plus alignées avec une catégorie langagière. Et là, on voit qu'il y avait à peu près 22% qui se disaient francophones, d'autres qui s'identifiaient anglophones, un peu plus qui se disaient les deux. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un recoupement parfait entre ceux qui s'étaient dit plurilingues et ceux qui s'identifiaient avec ces catégories-là. En fait, on voyait même dans le nombre de réponses 604 réponses pour est-ce que tu t'identifies comme étant francophone, anglophone, autre, etc. Alors qu'il y avait 964 réponses pour l'identité plurilingue. Donc l'hypothèse ici serait que les élèves se retrouvent peut-être davantage bien dans une identité plurilingue que dans une identité fondée sur la désignation des langues, français ou anglais. Ce qui est intéressant, c'est que cette identité plurilingue est quand même fortement affichée par les élèves. Et ben, en fait, elle est un petit peu en contraste avec des profils de famille que l'on retrouve, parce qu'on leur avait demandé un petit peu d'expliquer comment ça se passe chez eux, dans la famille, par rapport aux langues parlées avec les parents. Et là, on voyait que même si, encore une fois, ils s'identifient fortement plurilingue,
la majorité d'entre eux ont des pratiques de famille monolingues. Donc, surtout l'anglais, suivi du français, mais en général, c'est 64% des répondants qui disent parler de façon monolingue avec leurs parents. 36% des étudiants rapportent à utiliser plus d'une langue. C'est majoritairement le français et l'anglais, mais il y a aussi des langues comme l'espagnol, bien sûr, qui est cité dans 8% des cas. Donc là, ce qu'on trouvait intéressant avec Véronique et tous ceux qui ont contribué à ce travail un peu de première analyse du questionnaire, c'est que les résultats semblent suggérer que les élèves développent une identité plurilingue à l'EFE, et en fait, ça augmente avec l'âge, parce que la proportion d'élèves qui s'identifient comme ça augmentait plus ils étaient dans le niveau élevé. Et d'autre part, que cette identité n'est peut-être... Et c'est intéressant que ça se développe dans ce contexte-là, mais c'est en fait une identité qui est peut-être ni dans le curricula, ni dans la famille, surtout si c'est des familles qui sont majoritairement monolingues dans leur pratique familiale. Donc, et finalement, encore une fois, une belle triangulation de ce que Christelle disait. On parlait du stress, du niveau stress, au niveau peut-être d'inconfort et d'appréciation de l'école dans les conditions que l'on a tous vécues pendant la crise sanitaire. Eh bien, les élèves confirment qu'ils ont perçu beaucoup de stress et une majorité des élèves sont peu nombreux à apprécier l'école, surtout les plus vieux. Et les résultats sont confirmés Il y avait une série de questions, donc niveau de stress, évolution du stress, goût pour l'école, etc. Mais pour la majorité des élèves, le niveau de stress déclaré est haut ou très haut. Et encore une fois, très fort, significativement plus fort que les élèves plus âgés. Alors là, on est bien sûr dans quelque chose qui, encore une fois, peut-être très intuitif, on l'a tous vécu. Mais les modalités de scolarisation des plus jeunes, avec peut-être moins d'enseignement à distance, avec des activités peut-être plus ludiques et avec des modalités différentes, sont peut-être plus favorables au bien-être des élèves et que ceux que l'on retrouve quand ils sont plus âgés, on les met plus souvent en situation de peut-être téléconférence, visio, avec les limites que cela apporte par rapport à la manière de communiquer et de travailler les savoirs. Et donc la question, bien sûr, qui serait peut-être à tester un petit peu plus en regardant les chiffres, c'est est-ce que le très grand nombre doivent déclarer en visio par les plus âgés est en fait effectivement la source de ce sentiment de stress qui semble avoir augmenté dans les conditions qu'ils ont vues. Donc c'est ça, un petit récapitulatif très rapide, mais donc 4 points pour conclure. Donc encore une fois, les pratiques enseignement à distance, ça varie un petit peu selon les établissements, mais c'est les lycéens qui ont majoritairement suivi les cours à distance et qui ont passé le plus d'heures en visio. Les primaires, beaucoup moins. Bon, après, c'est des profils langagiers familles diverses, mais c'est intéressant quand même de voir que les élèves s'identifient comme francophones et anglophones, donc les deux, et très souvent, et peut-être même plus souvent, de façon plurilingue, et ça augmente avec l'âge. Puis les difficultés, encore une fois, l'effet peut-être négatif de l'enseignement à distance ou des conditions qui ont été vécues, pas corrélées en fait au profil langagier des familles, mais c'est pour la majorité plus difficile qu'en présentiel, surtout pour les lycéens, probablement encore une fois à cause du fait que ce sont eux qui en ont fait le plus. Il y a quand même un effet peut-être protecteur avec le temps quand on s'habitue, quand on développe des techniques. Mais ça reste quand même difficile et surtout l'histoire de communiquer les consignes et de bien comprendre ce qu'il faut faire. Et finalement, au niveau du bien-être, la leçon à tirer, c'est que c'est une question qui revient souvent, même chez nous, à notre université, je pense un peu partout dans nos institutions, mais comment faire pour faire attention à cet élément bien-être chez les étudiants, parce qu'effectivement, en tout cas, ce questionnaire valide ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que la situation dont on a réussi à faire ce qu'on aurait peut-être pu penser être impossible il y a 2 ans, si on nous l'avait dit hypothétiquement, on va tout fermer et vous allez continuer. Mais le prix à payer est peut-être au niveau du bien-être des étudiants, au niveau de stress qui est vécu, et bien sûr, il va falloir voir un petit peu comment aider les élèves à gérer ce stress
surtout pour les plus âgés, on le voit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative selon la modalité suivie à distance des élèves, ni de leur profil, ni de leur famille. C'est vraiment plus l'expérience qui s'en génère. Donc avec ça, je vais terminer ici et nous restons disponibles avec Véronique pour répondre aux questions et aux commentaires. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Sophie, je me permets de vous adresser toutes nos excuses. Nous avons travaillé entre la nuit et le jour et l'orthographe n'a vraiment pas été notre préoccupation première sur ces diapos. Bon, voilà. Donc, on sait écrire, on vous promet, mais là, il faut qu'on revoie notre copie. On a écrit parfois à certains moments où on était un petit peu fatigué. Ah bah tant mieux, merci Nathalie, si tu n'as rien. Tant mieux, tant mieux. Alors, j'aurais rien dû dire. Bien, c'est le dernier moment où on peut avoir le temps un petit peu d'échanger avec vous, si vous souhaitez réagir. Dans le public, on a des personnels qui sont des établissements participants. On a des collègues AEFE, enfin des collègues pour nous. On a les conseillères pédagogiques de la zone aussi qui ont été actives, et Ségolène Merlet notamment aussi, qui a fait un travail intéressant de croisement des 3 questionnaires, parce qu'il y a aussi le questionnaire parent qui est en cours de traitement et dont les résultats seront prochainement sur le site. Et Ségolène, toi, tu as travaillé en croisant les 3 questionnaires, mais par établissement, c'est-à-dire en faisant un retour aux établissements et en regardant si on croise les 3 questionnaires, qu'est-ce que ça fait ressortir. Donc, il y aura ça aussi à venir plus tard. Alors, pas de façon individuelle établissement, parce que c'est quelque chose qu'on garde un petit peu anonyme, on va dire, mais peut-être une synthèse de ces regards croisés qui sera à venir. Donc, on a aussi des personnels chercheurs qui nous ont rejoints. Donc, alors, je vais souligner peut-être juste l'arrivée de Olivier Lemercier, qui est le collègue d'IEN qui arrive sur la zone au mois de septembre et qui prendra mon relais. Voilà, donc merci de ta présence, Olivier. On aura besoin de toi aussi, je crois, pour pouvoir continuer l'année prochaine le projet. Je salue Olu Cria, bien sûr, là, qui nous a rejoint aussi, que j'avais invité. Merci pour votre présence. Et puis, Laurent Janin, qui est aussi présent. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir? On a passé un petit peu rapidement les dernières diapos. Pascal, je vois que tu veux réagir. Oui, merci d'abord pour cette analyse exhaustive. Je voulais réagir par rapport à ce que Jérémy disait sur l'aide et le fait que les élèves n'apparaissaient pas comme demandant beaucoup d'aide. Mais en fin de compte, les nouvelles technologies nous ont permis et c'est un peu paradoxal peut-être, mais par rapport à la différenciation, je sais que nous, les profs faisaient leurs leçons, mais après, ils restaient disponibles aux élèves. Et donc, il y avait une espèce d'individualisation naturelle en utilisant Google Chatroom ou comment ça s'appelle, les breakout rooms de Zoom, qui permettaient pratiquement d'apporter de l'aide sans qu'ils aient l'impression de la demander. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas forcément eu l'impression qu'ils avaient besoin d'aide, parce que ça venait naturellement dans ce qu'on avait mis en place avec l'enseignement à distance. Je parle juste pour le primaire. Après, c'est vrai que le stress au secondaire, où les profs, je sais, faisaient pratiquement cours pendant toute la période, et donc où il n'y avait pas cette espèce de recul qui permettait aux élèves de pouvoir poser les questions, peut être différent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Pascal, c'est intéressant effectivement parce que c'est le genre de détail qui aide à mieux peut-être comprendre ce qu'on voit comme tendance. Je l'ai bien noté, merci. Merci beaucoup Pascal. D'autres questions, remarques de la salle? Claire, vous vivez aussi la comodalité au lycée d'Ottawa. On ne peut pas encore avoir le retour sur le travail que vous faites avec Prisca, mais est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vous avez découvert finalement? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Prisca parce que on a étudié ensuite les vidéos. Et puis moi-même, entre chaque vidéo, je les ai regardées et j'ai essayé
d'avoir d'autres idées. Nous, on s'est intéressé au travail en groupe. C'est là-dessus que je voulais, moi, réfléchir, c'est-à-dire comment je pouvais intégrer l'élève à distance dans les activités de groupe. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant parce que parfois Emma était toute seule sur l'ordinateur et les autres étaient autour de la table. Parfois, je demandais aux autres d'être eux-mêmes sur Zoom pour qu'elles puissent voir les 4 en même temps. Et nous, à Ottawa, on est passé sur la suite Teams. Et on n'a pas utilisé le visualiseur, qui est finalement une idée très pratique, mais on utilisait par exemple OneNote. Et c'était intéressant, tous ces outils collaboratifs, parce que ça permettait d'annoter sur l'iPad pour la classe. Et en même temps, l'élève qui était à distance avait sur son OneNote, sur son document collaboratif, ce qui se passait de manière instantanément. Voilà, donc elle pouvait consulter sur un ordinateur à elle, chez elle, et puis suivre en même temps les annotations et l'écriture. Ou même, moi, je le projetais par Zoom, donc elle avait tout ça en live. Hein. Vraiment, quand j'annotais, moi, sur mon iPad, et c'était retranscrit sur son document collaboratif. Donc voilà, en fait, ce sur quoi on a travaillé avec Priska. Et effectivement, aujourd'hui encore, elle interviewait l'élève en question, donc c'est pas encore tout à fait abouti. Mais merci en tout cas je suis très contente d'avoir participé à ça.